Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et comme à l'accoutumée, on va poursuivre un autre show, oui. Cette fois-ci, ce n'est plus du côté de WWE auquel on a eu quand même un show qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il soit exceptionnel ou non, Crown Jewel du côté de Perth en Australie. Euh, je sais que il y en a quelques-uns qui ont aimé, d'autres qui disent qu'ils ont moins aimé que d'autres. Pourtant, moi, à titre personnel, j'ai plutôt bien aimé. C'était surkiffant. Pour une fois, tout n'était pas de la merde. Heureusement, d'ailleurs, tous les matchs étaient la plupart bons, même s'il n'y avait pas de construction solide, d'histoire mieux racontée et tout. Hormis le match légende entre John Cena et AJ Styles, ou AJ Styles comme certains le disent, mais du fait que c'était très très bon, ce match-là, peu importe les matchs aléatoires et de tout ce qu'on pourrait en dire. Bref, je sais que ce n'est pas le sujet du jour, mais plutôt le sujet du jour, ça vient d'une autre show. Donc bien sûr, ça vient de la TNA, donc Total Non-Stop Action. Et le show en question auquel on va parler, c'est Bound for Glory 2025, qui s'était déroulé du côté de Massachusetts, si je dis pas de bêtises. Boston, Massachusetts. Je ne connais pas le nom de la ville en question. Enfin, non, Enfin, désolé hein, si j'ai pas le nom de la ville en tête. C'est pas important. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai pas su tenir bien longtemps l'information en tête, mais ce n'est pas grave. Vu comment on va parler de ce champ en question. Bien sûr, quoi de mieux commencer par le fameux Countdown, donc leur pré-show de la TNA. Dans le pré-show de la TNA, on a eu deux célébrations du Hall of Fame. Oui, parce que même la TNA a un Hall of Fame, comme vous le saviez peut-être ou pas, pour les nouveaux qui viennent me suivre, ou qui suivent récemment la TNA, ou pas du tout d'ailleurs. Eh bien, ils ont leur Hall of Fame. Je sais que ceux qui seront intronisés, tout d'abord, c'était les Beautiful People. Donc oui, Angelina Love et Velvet Sky, je crois. Les originaux de des knockouts, on pourrait dire. Alors bien sûr, je n'ai pas, on va dire, je n'ai peut-être pas, on va dire, les noms qui me viennent en tête, si ce n'est qu'il y a Madison Ray, Velvet Sky et et Angelina Love, mais je sais que ce sont eux qui sont intronisés. C'est Tommy Dreamer qui va les introniser comme il se doit. Je vais pas citer toute la promo, pareil pour celle qu'on va y venir juste après, parce que selon moi, j'ai pas envie de trop m'éterniser dessus, si ce n'est que ils remercient les fans et ils se disent c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on a révolutionné ce business de la TNA et qu'ils ont fait les plus belles heures à l'époque où la TNA avait 6 côtés et que voilà quoi. Qu'est-ce que je veux vous demander de plus si ce n'est que elles se font introniser et puis la deuxième parce que malheureusement il faut savoir qu'à la TNA les intronisations des catcheurs et catcheuses de la TNA ils sont pas nombreux, c'est pas on va dire des noms fournis auxquels on pourrait se dire ok il est dans le Hall of Fame, c'est super. Non, eux c'est que bah, à vrai dire que petit, on va dire ça comme ça. Juste, parfois c'est juste un seul qui se fait introniser, puis il y en a peut-être deux ou trois, mais là c'est uniquement deux. Et du coup, la deuxième, c'est Mickey James, qui se fera introniser par Tara, ancienne Victoria de la WWE, qu'on utilise son vrai nom, Lisa Marie Veron, si je dis pas de bêtises, de son vrai nom à Tara. Eh bien, c'est elle qui intronise Mickey James, c'est pareil. Elle nous fait un petit monologue pour remercier les fans et de remémorer tout l'intégralité de sa carrière à la TNA et comme quoi elle est arrivée à la WWE et qu'elle a percé à la WWE. Même si du côté de, je crois que c'était 2009 ou 2010, il y avait un peu été tourné en catastrophique, mais ou sinon, ouais, on va dire que la carrière de Mickey James était plutôt pas mal. Je vais pas dire grand chose là-dessus, si ce n'est que voilà, c'était tout pour les Hall of Fame.
et qu'il n'y a que un match dans le pré-show. Et le premier match du pré-show, ben, c'est tout simplement pour les titres féminins knockout de la TNA entre The Inspiration, donc les Iconics, même si on sait que c'est Cassidy et Jessica McKay, ou Jessie McKay, de toute façon Jessica, peu importe, contre les Sisters Brand The Elegance, quoi. Enfin, la marque Élégance, les sœurs Élégance. Bref, vous avez compris. Vous avez compris. Il s'agit tout simplement de Hater by Elegance et Melissa by Elegance, ou plutôt M by Elegance, toujours accompagné par le concierge personnel. Et pourtant, oui, il y a eu un match certes sympathique, sans trop aller dans les détails, mais ça va pas être fastoche de récupérer les titres par équipe féminin en sachant que H by Elegance, elle a sûrement déjà pris sa retraite, parce que là on parle déjà d'une retraite. Alors j'espère que la raison de pourquoi elle ne fait plus partie du circuit, euh, soit c'est une raison de blessure ou autre chose, mais j'espère que pour eux c'est pas en raison parce que elle a un âge avancé. Parce on connaît la formule de d'autres circuits de catch. Surtout, c'est plus répandu du côté de WWE. Ah, t'es trop âgé, vaut mieux que tu sois libéré de ton contrat, ou alors mets d'autres personnes en avant, et basta, quoi. Donc j'espère que ça vient pas de cette raison-là. Bon, après, on n'est pas à l'abri des tas de questions comme celle-ci, hein. On n'est vraiment pas à l'abri. Mais bref, pour la marque Élégance, ça va être difficile pour eux de rebondir par la suite, vu comment c'est toujours les inspirations, qui les battent pour les titres. Donc voilà, je vous dis d'office que c'est victoire des inspirations. Et que après le match du pré-show, on passe directement dans la carte principale. Donc le match numéro 2. Et le match numéro 2, c'est pour le titre international de la TNA entre Steve McLean contre Frankie Kazarian. Et du coup, je pense que les deux ne se sont vraiment pas cessé de chercher des noises, hein, je pense. Hein. Parce que déjà l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont pas arrêtés de s'affronter, McLean et Kazarian. Même pas une seule fois, on s'est dit que que ça allait se terminer. Je veux pas dire que l'histoire est chiante ou emmerdante. À vrai dire, c'est un peu trop, un peu répétitif. En même temps, avec qui tu peux faire rivaliser avec n'importe qui dans le roster. Je, je me pose des tas de questions. Mais bon, c'est pas la question auquel je voulais dire la plus importante. Et que, d'ailleurs, il y a un truc que je vous ai peut-être pas dit. C'est que la semaine passée, ils avaient fait le show entre TNA contre NXT. À la base, c'était Invasion, mais vu comment ils se sont fait soumettre au gouvernement israélien, parce que oui, ça fait un peu rappeler l'invasion qu'il y a entre la Palestine et l'Israël, ils ont dû changer de nom. Donc à la place de Invasion, c'est Showdown. Pourquoi pas Pourquoi pas plutôt NXT versus TNA, Warzone, pourquoi pas? Je sais pas moi. Je... Parce que Showdown, c'est comme s'ils ne sont pas empressés de trouver un nom original à un show. En plus, Showdown, c'est même pas un PLE, c'est même pas un PPV. C'est juste un show de weekly, de NXT, comme on a l'habitude de voir, et rien d'autre. Bon, après, il y avait que les catcheurs de la TNA qui avaient le dessus sur la NXT. Puis il y a NXT qui a eu le dessus sur la TNA. Et dans le main event, ce sera victoire de TNA pour ce genre de showdown. Au cas où vous ne saurez pas. Donc je préfère vous le dire. Concernant le match là, parce que là j'ai un peu passé hors sujet de cela, il n'était pas mauvais en soi, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Je pensais que ce serait Kazarian qui conserverait le titre international. Et pourtant, ce sera Steve McLean qui va battre Frankie en devenant champion, quoi. Donc il devient champion international. D'ailleurs, je sais même pas si c'est pour la
deuxième fois, ou plutôt la première. Non, non, je crois que c'était pour la deuxième fois. Je me suis un peu perdu dans cela. En même temps, c'est un peu ça le problème. J'ai beau faire des reviews sur la TNA comme d'autres shows, il m'arrive d'avoir certains trous à certains moments. Donc vraiment navré pour ça. Et par la suite, ben, match numéro 3, ben, match simple auquel ben, c'est un match féminin, mais qui n'a pas d'enjeu. L'histoire, il n'en est pas un. Donc je vais bien parler de la rivalité entre Tessa Blanchard, accompagnée par Victoria Crawford, contre Gia Miller, accompagnée par Judy Trett. Euh, je comprends pas. Franchement, il n'y a pas de rivalité, juste un match pour remplir la carte. Et en plus de ça, ben, j'étais pas investi dans ce match. Pas parce que c'était ça Blanchard, hein, mais parce que ce qu'ils ont fait comme job ne m'a pas, on va dire, plus qu'emballé que ça. En plus de ça, ben, Tessa était revenue à la CMLL. D'ailleurs, je crois qu'elle est fort possible qu'elle va peut-être quitter la TNA pour retourner à la CMLL. J'en suis pas sûr, hein, mais elle en est capable. Elle en est capable. Bon, je sais qu'il va y avoir une distraction de l'arbitre. Je crois que c'est Victoria Crawford qui va distraire l'arbitre. Ça va permettre à Blanchard de sortir les pièces, si j'ai bien compris, pour frapper au visage de Gia Miller et qu'elle remporte le match avec son Hammerlock DDT. Je crois que c'est ça. Donc, victoire. Bref, j'ai pas d'autres questions à dire, si ce n'est que je préfère passer à la suite. Et la suite, ben, c'est un match gauntlet. Euh, c'est un match gauntlet en mode Battle Royale. Et la stipulation, c'est appelez vos tirs intergenres. Ah, intergenre, donc ça veut dire même les femmes peuvent participer. Donc pour 22 personnes, le gagnant ou la gagnante reçoit un trophée, un contrat qu'ils peuvent euh, invo- invoquer à tout moment les années pour un match de championnat de son choix. Ok, quel est l'intérêt? Si ce n'est que gagner une trophée et d'avoir le titre de son choix. Si c'est pour 2025, ok. Si c'est pour 2026, ok, je vois pas l'intérêt. Clairement, je vois pas l'intérêt. Les participantes, je peux vous les décrire si vous voulez, hein. Donc, vu comment on est parti, désolé si vous entendez un petit bruit, c'est un petit frottement de mon micro. Donc, je sais que les premiers participants, ben, ça commence avec les filles. Donc, Lei Ying Lee et Mara Sadi. Anciennement, Jakara Jackson. Et du coup, ben, je m'en foutais de qui il s'agissait. Et d'ailleurs, lors de Showdown, elle avait même botché son moonsault, car je me rappelais de ce moment-là, et auquel je m'étais foutu de sa gueule. Normal. Puis, ben, ça va commencer par les mecs, hein. Numéro 3, Ryan Nemeth. Numéro 4, Nick Nemeth. Numéro 5, Cédric Alexander. Numéro 6, Red Swan. Numéro 7, AJ Francis. Numéro 8, Travis Williams. Numéro 9, BDE. Numéro 10, ben, les Rascals. Donc Myron Reed, Trey Miguel, Zachary Wentz. Numéro 11, Danny Luna. Numéro 12, Eric Young. Numéro 13, Jake quelque chose. On sait que c'est Jake Something. Mais bon, ça c'est Wikipédia. Euh, Numéro 14, Romarin. Ok. Si c'était Rosemary, pourquoi pas. Numéro 15, The Hometown Man. Numéro 16, Zach Clayton. Numéro 17, Frankie Kazarian. Lui qui avait perdu contre Steve McLean, il revient dans le match. Numéro 18, ben, c'est l'officiel. Santino Marella qui arrive et qui fait même un cobra à Frankie Kazarian. Et que je crois qu'ils ont voulu faire un remake du Royal Rumble 2009 quand Santino s'était fait éliminer par Kane de la manière la plus rapide possible. Et bon, c'était pas la perfection, mais je sais qu'ils ont fait un genre de petit remake pour le clin d'œil. En plus, numéro 19, Matt Cardona. Et numéro 20, Mance Warner.
Donc, parmi ces gars-là, ben, normalement, il devait avoir un seul vainqueur. Je peux le reconnaître, normalement, un seul vainqueur. Parce que tout le monde va se faire éliminer par n'importe qui d'autre, hein, vraiment n'importe qui, jusqu'à ce qu'il reste Frankie Kazarian et Nick Nemeth. Euh, bon, je vais peut-être vous spoiler la fin, ça va peut-être pas vous plaire. Je crois qu'il va y avoir déjà une intervention pour foutre le bordel. D'ailleurs, j'ai à peine regardé, faut dire que j'étais en galère de trouver la bonne vidéo parfaite pour mieux voir. Donc c'était pas évident à savoir. Et que c'est parti en steak et tout ce que je sais, ben, il va avoir non pas un vainqueur, mais deux vainqueurs. Donc les co-gagnants sont Frankie Kazarian et Nick Nemeth, euh, qui se sont, enfin, ont gagné en s'éliminant en dernier. Ah, ils se sont éliminés en dernier. Ben, je me rappelais même plus. Je me rappelais même plus vu comment j'étais occupé passage à côté. Et du coup, je me dis, what? Quoi? Non, me faites pas comme ce qui s'est passé à Victory Road avec Kaleni Jordan et Lei Yingli. Eh ben si, ils nous ont fait les deux là et je me suis dit, oh mais pourquoi vous me faites ça? Ok, vous avez des préférences, vous voulez mettre en avant l'un et l'autre ou n'importe qui d'autre, mais ça fait un peu trop tentant. Donc c'est les deux qui se partagent le trophée. En faisant le jeu de non, j'ai gagné, c'est à moi, non, c'est à moi, non, c'est à moi, non, c'est à moi. Bon, vous voyez le genre, hein, vous voyez vraiment le genre. Mais bon, assez parlé de ce moment-là, maintenant je vais parler au match suivant. C'est le match numéro 5. Et c'est pour le titre féminin du monde des knockouts. Donc oui. Kelani Jordan contre Eddie Hartwell. Donc je pense que ça fait un petit moment auquel ben, les deux avaient des petites interactions. Et l'intérêt de Indy Hartwell, c'est ramener le titre là où elle doit être, à la TNA. Donc, elle veut certes accomplir sa mission, mais vu comment Carlos Silva a des contacts avec la WWE, je pense pas que ce sera de sitôt qui va faire perdre la championne qui vient de NXT. D'ailleurs, ce qui m'a un petit peu agacé à propos de Keleni Jordan, c'est quand elle ose de dire qu'elle est la première championne, alors que non, la première championne, ce n'est pas toi. La première championne de la TNA, c'était Gail Kim. Donc arrête de dire que tu es la première championne. Certes, tu viens de NXT, mais c'est pas toi qui as gagné la ceinture en première. Celle qui a gagné la ceinture en première, c'était Jessie Jane. Donc commence pas à dire ouais, je suis la première dans tout. Parce que vous saviez, hein, ça m'horripile quand la WWE ose se prétendre avec beaucoup d'arrogance, de la prétention et de j'en passe des choses. Quand elle se vante d'être les premiers, parce que oui, ce sont les numéros 1, ce sont les meilleurs en tout, alors que pas du tout. Disons que certes, ça reste quand même la compagnie numéro 1 auquel ben, on aime regarder, et parce que c'est la plus populaire, ça je suis d'accord. Mais de se vanter des mérites, franchement, par certains fans de catch, ça ne passe pas. Donc, vous voyez le genre. Concernant le match, ben, j'ai pas non plus trop vu le déroulement du match, si ce n'est que bah, c'est juste un match basique, on va dire là où il se passe pas d'intervention. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas eu d'intervention parce que je n'ai que peu de souvenirs de ce match, hein. Pourtant, pourtant je me suis regardé les petits résultats sur Instagram, mais je suis pas allé au bout en fait. Parce que les vidéos sur YouTube, bah, c'est une galère à les avoir directement, ça prend du temps. Et moi, bah, justement, j'ai pas le temps, il faut que je les sors à temps. Mes vidéos à moi de mon fameux résumé. Donc tout ce que je sais, ben, certes, Indy Hartwell voulait en finir avec Kelani Jordan, mais par contre, c'est Kelani Jordan qui va retourner la situation à son avantage, de faire sa fameuse stunner à son effigie à elle, et qu'elle va terminer avec son spring leg et moonsault pour la victoire. Donc c'est victoire de Kelani Jordan, qui reste toujours championne knockout. Maintenant, est-ce que une des knockouts pourrait lui arracher le titre?
Telle est la question, je vous le demande. Mais bon, on ne le saura pas de sitôt. Pas encore. Et maintenant, match numéro 6. Et le match numéro 6 est un match Hardcore Wars, guerre des hardcore. Et c'est intergenre, bien sûr. Donc, hommes, femmes, tout est mêlé dans ce match. Avec match de 10 personnes. Ouais, c'est quasiment 10 personnes. Tout d'abord, The System. Est-ce que je dois vous les présenter? Logiquement que non, mais je vais quand même le dire parce que j'aime tout raconter en longueur. Parce que si vous êtes habitué de regarder mes reviews avec des images apparaître et pas des extraits vidéo, parce que je crains en fait d'utiliser des extraits vidéo, mais pas avec les sons, parce que je sais qu'on sait comment masquer les sons, mais moi c'est plus évident à vous montrer les photos que vous montrer les images, parce que j'ai pas envie de subir des strikes, donc je préfère vous le dire. Je sais qu'on m'a beaucoup conseillé, surtout Terry de Thrillerman, il m'a beaucoup conseillé d'utiliser, essayer d'utiliser ça, mais j'ose pas pour éviter que le bot supprime ma vidéo, donc je préfère pas prendre de risques. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser des images. Pourtant j'en ai déjà pris des risques, hein, notamment utiliser des musiques. Euh, j'ai pas été striké, mais j'ai eu l'appui du droit d'auteur, et moi j'aime pas de voir cette option-là. Quand il y a ce genre d'option-là, je préfère de pas avoir de problème, tout simplement. Concernant le match là, comme j'ai dit The System, les participants sont Mousse, Eddie Edwards, Brian Myers, The Dirty JDC, Johnny Dango Curtis, et Alicia Edwards. Donc oui, Alicia Edwards contre The Order 4. L'Ordre 4, équipe composée de Mustafa Ali, Tasha Steels, Special Agent Zero, Jason Hodge et John Skyler. Tout ce que je sais ce match-là était hardcore. Tout simplement, comme le nom indique de la stipulation, c'était hardcore. Il y a eu des tas de trucs, pas mal de bagarres dans tous les sens, ça s'est bagarré de partout, à tel point que on a du mal à voir les yeux rester statiques, tellement que ça se bat de tous les côtés. On est à peine concentré, tellement que ça part tellement vite, ça part dans tous les niveaux. Et en plus, on commence déjà à sortir les objets, notamment les barbelés. Bon, après, les plus basiques, vous avez compris, les chaises, les tables, possiblement des échelles, les kendo. Bref, ça, c'est du pur basique, même les poubelles. J'en passe des trucs, mais après, c'est sûr, les barbelés, ils vont les sortir. Et même à un moment donné, dans le match, même les punaises. C'est pour vous dire. Comme quoi, ça risquerait de finir en boucherie, en bain de sang total. Et je crois qu'il y a, du côté du système, ils vont utiliser l'un des leurs pour râper la face avec un râpe à fromage. Donc au lieu de râper le fromage, on râpe la chair du catcheur. Et du coup, bien sûr, ça part en bain de sang, donc comme le nom indique, dans la guerre des hardcore. Et en même temps, on s'attend pas à du PG, heureusement, si je puis dire. Pourtant, il y en a qui sont pas très très fans du hardcore. Je peux comprendre que vous n'êtes pas fan de tout ce qui est boucherie gratuite, boucherie juste pour faire de la boucherie. S'il y aurait une histoire derrière et que ce serait intéressant et sanglant, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais si c'est ça sans histoire, pourtant, entre System et The Order 4, je pense pas que leur histoire est si forte. Si ce n'est que, certes, ils sont peut-être affrontés. Je crois que leur première confrontation, c'était victoire de The Order 4. Et que après, ça s'est arrêté entre-temps. Puis, ils renaissent leur rivalité. Et dans le match, vu l'utilisation des punaises, je crois que ça va être Tasha Steels qui va se manger, je crois, un double shock slam, limite un calibombe sur les punaises. Donc même du côté de Alicia Edwards, elle subit les punaises comme les catcheurs qui ont, certes, la plupart pas l'habitude de chuter dans les punaises, d'autres oui. Mais sinon, pour accepter ce genre de truc, pareil quand c'est un match femme contre femme ou homme contre femme ou uniquement
homme contre homme, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne paire pour accepter de se manger ça, hein, parce que pour tomber, il faut prendre des responsabilités. Et si on prend pas ses responsabilités, c'est que on n'est pas assez professionnel pour accepter de telles chutes. Bien sûr, les chutes, on n'apprend pas ça dans les écoles de catch, hein, et on n'apprend pas ça non plus à l'école tout court, on n'apprend pas ça non plus dans la vraie vie, si ce n'est que... bon, après, il y en a certains attardés qui le font, hein, je ne vais pas vous le mentir, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de les blâmer en sachant que on s'en fiche un tout petit peu? Bref, pourtant, malgré quelques petites dominations de The Order 4 ou de The System, peu importe des deux côtés, bah, ce sera tout de même le système qui vont avoir le dessus sur l'Ordre 4, Order 4, et qui vont battre tout simplement The Order 4. Donc oui, c'est toujours le système qui sont toujours vainqueurs. Vainqueurs, victorieux, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que j'ai assez dit là-dessus. Maintenant, match numéro 7, et c'est pour le titre de la X-Division de la TNA, entre Leon Slater, le gars de la TNA, contre Jivon Evans, le gars de la NXT WWE, qui s'affrontent pour le titre. Alors, je sais que les deux ont fait une petite collaboration en équipe, et qu'on a très vite compris que les deux, ils ont une bonne entente. En même temps, il faut savoir, c'est que les deux sont hyper jeunes. Ils ont tous les deux 21 ans, si j'ai bien compris. Donc oui, 21 ans, déjà quasiment presque au sommet. Quand je dis entre les guillemets, je m'entends, hein, bien sûr, hein, je m'entends. Je veux pas dire que ce sont des véritables stars de la WWE et tout, hein. Je veux pas dire ils sont doués partout, hein. Mais ils sont déjà à leur summum, quoi. Même si l'un n'a pas encore accompli grand-chose, alors que l'autre a déjà accompli un titre par équipe ou même voire un titre secondaire. C'est pour vous dire. Bref, pourtant, certes, malgré le respect qu'ils ont pour l'un et pour l'autre, et qu'ils ont eu un petit échange au showdown, ça se voit que les deux, ils ont à peu près le même style, le style très hackfly. Donc, on pourrait dire que ça peut partir en spotfest total, ou plutôt dans un bon match, comme il se doit. Après, ça dépend les circonstances des personnes. Mais je sais que normalement, il pourrait logiquement avoir du bon match et du bon catch surtout. Donc c'est sûr, les deux sortent leurs arsenal respectifs, que ce soit au niveau voltige. C'est plus du côté de voltige, hein, entre Jivon Evans et Leon Slater. Puis ça va poursuivre à l'extérieur du ring, auquel ça va se battre. D'ailleurs, je me demande déjà pourquoi. En sachant que certes les deux sont en train de nous régaler en faisant que des prises très acrobatiques. Souvent, la plupart du temps, ça ne raconte pas grand-chose, je le sais. S'ils racontent quelque chose, il y a peut-être moyen que les gens soient investis. Si ça raconte pas, bah tant pis, quoi. On se disait peut-être que ce serait mieux, mais non. Ça dépend les goûts de chacun. Il y en a qui détestent les Spotfest, il y en a qui détestent un match où il y a que des big men, il y en a qui détestent là où il y a que des main eventers qui sont tout le temps dans les main events. Donc je sais que dans la vie il en faut pour tous les goûts, qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas, bah, c'est vous qui voyez, quoi. Donc comme j'ai dit, ils sont à l'extérieur du ring. Et au moment où ça poursuit leur bagarre à l'extérieur, l'arbitre commence à compter. Et ben ça va jusqu'à 10. Et ça finit en double des comptes extérieurs. Parce que les deux ne sont pas venus à temps. Et qui sont pensés qu'à se mettre sous la figure. Donc certes, le public est déçu. Je les comprends pourquoi ils sont déçus. On s'attendait à une fin digne de ce nom. Meta Santino qui arrive et qui dit qu'il veut relancer le match. Donc c'est sûr, le match relance. Les deux vont poursuivre ce qu'ils ont commencé.
Et ça poursuit encore. Et pourtant, ce sera l'avantage de Jivan Evans qui va commencer à faire ses manœuvres habituelles, notamment son OG cutter de la troisième corde, donc son double jump ou springboard OG cutter. Et au moment où il était prêt à faire le pin, t'as la lumière qui s'éteigne et qui s'agit encore une fois, je vais vous le donner en mille, ce sont les losers de Dark States. Oui, ceux qui ont perdu contre les vieux briscards. Et quand je dis vieux briscards, ce n'est pas un manque de respect envers les Hardy, mais ils ont perdu les titres par équipe au profit des Hardy Boys parce que tout simplement, ben, les Hardy, ce sont tout simplement l'une des grandes équipes, qu'on le veuille ou non, même si une victoire face aux jeunes ne leur aurait pas fait autant de mal. Bref, faut dire, moi, comme j'ai dit, moi je m'investis pas en The Dark State, parce que pour moi, The Dark State, certes, ils ont beau attaquer Leon Slater et Jivan Evans, mais sans raison, juste pour foutre la merde. Ouais, ils ont beau montrer, ah, regardez, on est menaçant, on est méchant, on a attaqué les gentils, vos préférés. Bref, vous voyez le délire, hein. Pourtant, moi, comme je l'ai dit, moi je m'investis pas en eux, hein, je m'investis pas en ces gars-là, hein. Je sais qu'il y en a qui vont s'investir en eux, mais moi pas du tout, hein. Tant qu'ils sont sous cette dynamique comme ça, je vois un petit côté rétribution, mais un peu en mode évolué. Parce que c'est vrai que rétribution, je sais pas si j'ai dit évolution ou rétribution, je me rappelle plus. Bref, les rétributions, certes, quand ils étaient venus, ils avaient semé le chaos. Mais quand ils étaient lancés, c'était une catastrophe pour eux. Et du coup, c'est pour ça que l'équipe est morte et enterrée, de toute façon. Ils ont voulu faire un peu comme genre la Nexus, The Core, mais en essayant de mieux réussir que eux. Et finalement, tout ça était un échec. Rétribution est un échec. Et aussi, il y a un petit côté The Shield. Mais selon moi, Dark State, c'est pas le Shield. L'avantage, c'est qu'ils ont beau être 4, mais moi, je les vois pas si menaçants que ça, hein. Si ce n'est que, certes, ils peuvent être bons, les 4 hommes. Je ne dis pas le contraire. Ils peuvent être bons, mais non, non, je comprends pas leur dynamique. Je comprends toujours pas. Et en plus, au passage, l'un des leurs avait même botché une descente à la cuisse pendant le match entre les Hardy Boys. Super de les botch et de pas être concentré. De toute façon, je veux pas savoir de qui il s'agit, hein, vu comment il y a tellement de noms pas faciles à retenir que je me dis c'est complètement à la con, quoi. Donc ça se termine en double, en double match terminé, enfin double disqualification vu comment ils ont intervenu. Et donc on n'aura pas de vainqueur concrète. Et c'est décevant. Pourtant le match est bon, mais la fin est décevant. Certes. Et maintenant, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Et le 8e match, tout simplement, ce sont les Hardy Boys, ou plutôt les Hardys, Jeff Hardy et Matt Hardy contre The Dudley Boys, ou plutôt la Team 3D. Donc Brother Ray et Brother Devon, ou plutôt Bully Ray, Bob Ray Dudley, Devon Dudley, bref, vous avez compris. Et c'est un match en table pour tout simplement les titres par équipe du monde de NXT et de la TNA. Donc oui, les deux titres étaient en jeu. Et justement, comme j'ai dit, ce sont les Hardy qui ont battu The Dark States pour devenir les champions par équipe. Eh ben, sachez qu'ils vont avoir un très gros match contre les Dudley Boys, ou plutôt la Team 3D. Alors oui, le match en table, je sais que les Hardys et les Dudley, ils se sont déjà affrontés lors du Royal Rumble en 2000 dans un match en table, et auquel leur premier affrontement était épique, très épique. Là, près de vingtaine d'années en arrière, c'est peut-être pas la même saveur qu'à l'époque, mais on sait que les deux peuvent nous régaler. Et pour moi, c'est ce qui compte du fait que, certes, ce n'est pas la même dynamique qu'à la grande époque lorsqu'ils étaient encore jeunes et en forme, mais ça peut suffire. Voilà, pour moi, ça peut suffire. Il y en a qui n'étaient pas chauds,
de voir quatre vieux briscards revenir s'affronter une ultime fois. Et au passage, ben, c'est le dernier match de la Team 3D. J'espère que c'est pas le premier ni le dernier mensonge qu'ils osent nous dire parce que à chaque fois qu'on a tous cru que ce serait vrai ou ce serait faux, qu'il y aurait un, un ultime match auquel ben, ils peuvent s'arrêter, au fil des ans, ils reviennent et remettent le couvercle. Donc j'espère que ben, c'est pas un nouveau troll, parce que si on nous troll encore à ce sujet, on n'est plus dupe, vraiment clairement plus dupe. Et voilà, au moins vous aurez compris ce que je veux en venir. Bon, certes, il y a eu des tas d'enchaînements, les prises habituelles que les deux équipes aiment nous sortir pour nous faire égaler le public. Du côté de Crown Jewel, il y avait un côté fan service auquel on avait super apprécié. Là, ben, c'est un peu le cas, mais toujours les mêmes classiques qui nous ont sortis tous les deux équipes bien sûr, hein, auxquels ils veulent nous faire égaler le public. C'est un match fan service. Au niveau work rate, d'ailleurs, je pense qu'il y en a eu quelques-uns dans les matchs du work rate, mais moi, c'est pas le côté work rate qui m'intéresse, même si c'est important de le souligner. Ben, quoi demander de plus qu'ils ils nous ont fait régaler, ils nous ont fait sortir et livrer une performance qui peut être respectable à eux, même si... Après, je sais pas quel est votre avis, hein. Soit le match était bon ou mauvais. Disons, disons si vous avez un avis global, il est ni bon ni mauvais, il est ni pourri ni meilleur. D'ailleurs, j'attends toujours vos avis, hein. Je sais que vous allez peut-être m'en dire des nouvelles. En tout cas, c'est ce que j'attends de votre part. Mais bref, tout ce que je sais, certains coups qu'on s'est débarrassé ben, de Divon, eh ben, on va s'en charger de Bully Ray, qui se laisse pas du tout faire, mais au bout d'un moment, il va se faire prendre au dépourvu par soit Matt Hardy ou Jeff Hardy, et qui vont s'en emparer pour le faire passer à travers la table. Donc tout simplement, c'est victoire des Hardy Boys qui bat ben, la Team 3D pour conserver les titres TNA et NXT. Donc voilà tout. C'est eux qui ressortent vainqueurs. Et à la fin, ils les font relever pour tout simplement célébrer, pour une ultime célébration, pour qu'on se lève et qu'on applaudit. Donc oui, c'était touchant de voir tous les quatre se faire un câlin. Et, euh, et j'espère que pour les Dudley, pour la Team 3D, j'espère qu'ils vont peut-être bah, sortir de ce business en faisant ben, le meilleur à leur meilleur, tout simplement. Du meilleur au meilleur, quoi. Concernant les Hardy Boys, eux, je ne sais pas si jamais eux un jour ils décideront de s'arrêter. Faut dire, les gars, ça fait tellement longtemps, comme les Dudley ou Edge et Christian, faut dire, ces gars-là, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le business et que c'est pas facile d'en sortir pour, euh, pour mieux vivre une vie paisible, normale. Bon, après, il y en a qui s'ennuient très vite dans leur petite vie bien tranquille. Et qu'il y en a qui savent pas comment s'arrêter, hein. Je sais pas comment ça pourrait se faire. Mais après, je suis pas catcheur, je ne vis pas avec eux. Je ne suis pas leur conseiller spécial. Mais faudrait que ça vienne de eux-mêmes au moment où leur corps dit stop, je ne peux plus suivre. Il est temps pour nous d'arrêter au plus vite. Ou leur instinct, hein, ça dépend des côtés, hein. Mais bref, du fait que c'était un super bon match entre les Hardy et la Team 3D, pour nous en tant que fans, c'est ce qui compte le plus. Même si je souligne que Royal Rumble en 2000, pour les matchs en table pour les titres, était excellent entre les Hardy et les Dudley Boys. Tout simplement. Maintenant, le main event, et c'est le match numéro 9, pour le titre du monde de la TNA entre Mike Santana contre Trick Williams. Donc c'est le moment, c'est l'heure, c'est l'instant pour Mike Santana de nous libérer de celui qui se prétend être une star internationale. Bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que Trick Williams, malgré l'allure qu'il a et malgré le physique, on va pas se mentir. Oui, quand on voit le physique de Trick Williams, certes, euh, on sait qu'il est plutôt ben, quelqu'un qui est bien un petit peu bâti et
et qu'il en profite pour mettre de l'huile pour le corps pour nous montrer à quel point esthétiquement il est carré et que l'allure qu'il a, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas un côté star en lui, mais ce qui m'agaçait un peu avec lui, avec Trick Williams, malgré que je ne renie pas le talent, ce qui m'a un peu excédé avec lui, c'est que je n'aimais pas comment il se vantait d'être une star au même titre que Batista, The Rock, John Cena, alors que j'ai envie de vous dire, le jour où il serait dans le roster principal et qu'il serait plus connu que ces gars-là, là on pourrait se dire, oui, là il est à côté de The Rock et John Cena et Batista. Disons qu'il pourrait s'asseoir à la table des numéros un des big stars, quoi. Les plus grosses stars du cinéma. Si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je suppose que c'est peut-être l'heure pour lui d'arrêter de catcher pour TNA, pour NXT, pour aller dans le roster principal. Maintenant, la question que je pourrais me poser à propos de Trick, est-ce qu'il serait bien utilisé dans le roster principal? Parce que je sais que si jamais il serait dans le roster principal, il est fort possible qu'il va peut-être se faire noyer dans la masse avec Carmelo Hayes, avec les autres mid-carders. Parce qu'on sait que du côté de SmackDown, c'est bondé de catcheurs par équipe. Et du côté de Raw, je pense que c'est un peu inexistant en fait. Selon moi. Bon, certes, il y a le New Day, il y a les Viking Riders, il y a le Judgment Day, mais sinon, le reste, c'est pas beaucoup, hein, je trouve. Clairement pas beaucoup. Donc oui, il est peut-être l'heure pour lui de faire ses preuves dans le roster principal. Et si jamais il arrive à convaincre le grand public et les officiels, voire les fans, bah, là on pourrait se dire que là, oui, là il a peut-être du potentiel. Parce que du potentiel, il en a, Trick Williams. Je vais pas vous le mentir. C'est juste que j'aime pas comment il se vante. Et du coup, quand il se vante, j'ai tendance à le détester. Parfois même pour de vrai, même si on sait que c'est un personnage qui fait. Donc voilà tout. Et pour Mike Santana, pour Mike, c'est simple. Il est l'heure pour lui de libérer le titre TNA des mains de Trick Williams. Donc il est temps pour lui de montrer à quel point, certes, la première fois auquel ils sont affrontés, Trick a été opportuniste et a préféré d'utiliser la ruse plutôt que se battre à la loyale. Là, il n'y aura pas de seconde fois auquel il peut duper les gens. Là, c'est sûr, pour Mike, c'est l'heure pour lui d'avoir l'occasion parfaite pour prouver à Trick qu'il peut le battre. En sachant que dans l'histoire, c'est sûr, Trick Williams, il est persuadé d'être une star, dans l'histoire en tout cas, et qu'il est persuadé d'être au-dessus des autres, et que d'un autre côté, c'est un égoïste parce qu'on ne peut pas le faire confiance en lui. D'ailleurs, ça a été la preuve pendant le match par équipe auquel il y a eu Team NXT contre Team TNA. On nous l'a montré la preuve et l'illustration parfaite comme quoi on peut pas le faire confiance et que ça confirme les termes et que je m'étais dit peut-être qu'il y a moyen qu'il pourrait perdre le titre. Et d'ailleurs, on va y venir, hein, mais je me suis loin d'avoir trompé. Dans le match, c'est sûr, c'était pas mal. Je vais pas dire que c'était nul à chier. Disons que c'est bon. Trick Williams fait du Booker T parce que selon moi, Trick Williams ne fait pas du Trick Williams. Peut-être que je m'étais gouré l'autre fois, je m'étais peut-être gouré en disant que Trick Williams fait du Trick Williams. Quand il se vante de ses louanges, oui. Mais sinon, c'est plus Trick Williams, il est plus un Booker T numéro 2. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il cherche à être numéro un de lui-même. Je pense il veut essayer d'être le numéro un de celui qui a été le numéro un. On va pas se mentir, c'est vrai que Booker T, il a certes un style unique qui lui est propre à lui, mais quand des gars comme Trick Williams arrivent, on pompe tous ces movesets, et du coup on se dit, c'est pas original. C'est pareil avec plusieurs personnes. Au lieu d'imiter les autres, tu dois avoir un style auquel les autres vont sûrement certes imiter, mais que voilà quoi, je sais pas comment vous le dire. Si ce n'est que soit toi-même, soit le premier à être toi-même. Et que voilà comment ça pourrait fonctionner. Mike Santana,
lui, je ne sais pas de qui pourrait tenir, mais je trouve que lui, c'est plus un côté style bagarreur de Porto Rico, comme il aime se faire appeler le Boricua. Donc le Boricua, un qui n'a pas peur de se battre, vu comment on sait qu'il a peut-être grandi, enfin, je dis peut-être, il a bien sûr grandi dans le Bronx de New York, donc c'est sûr que les galères et les bagarres, il connaît. Et c'est aussi le seul moyen pour lui de montrer à quel point il est en phase de rédemption. Il a tellement galéré pour être accepté à sa juste valeur. Surtout quand ses adversaires n'hésitaient pas à lancer des pics à l'encontre de sa famille, à Mike Santana, notamment en mentionnant la fille de Mike Santana. Et c'est sûr, ben, ça permet à Mike d'essayer d'avancer, de faire ses preuves et de montrer à quel point ben, il est loin d'être infaillible et qu'il peut se relever d'une rédemption pour atteindre le titre mondial. Au passage, certes, Trick il va être très dominant, il va l'humilier, il va bah, le punir quoi dans le match. Et au même moment, il va même un peu aller à l'extérieur pour gagner du temps, de énerver le public. Mais surtout, quand il va être à l'encontre de la fille de Mike, en prenant ben, je crois que Trick voulait prendre sa fille en témoin en disant regarde ce que je vais faire à ton père ne sera jamais champion du monde, il sera jamais comme moi, il ne sera jamais une star, et pourtant il va se bouffer une claque. Et d'ailleurs au passage, c'était certes c'était une claque de rien du tout, mais je trouve qu'il abuse un petit peu Trick de vendre comme si la claque était violente alors que ça ne l'est pas. Mais au moins, elle n'a pas peur, la petite. Ça part en topé suicida ou topé hero. Ça dépend lequel style ils font. Ça poursuit dans le ring. Et t'as encore Trick Williams, un coup qu'il a l'avantage, quand il essaie de casser un comeback, d'essayer de gagner de la manière... alors, soit prendre un raccourci pour perdre le match, mais que son titre, il le garde toujours, ou prendre un raccourci pour, euh, pour faire porter le chapeau à son adversaire. Parce qu'il en est capable, le Trick. Ils en sont capables de booker de cette manière-là, surtout, surtout en voyant le déroulement du match. L'arbitre, je trouve qu'il aurait dû intercepter quand Trick utilise le titre, en disant non, 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 monsieur, vous n'avez pas le droit d'utiliser le titre, sinon c'est disqualification. Sauf qu'il le sait, mais il en a rien à faire. Il veut à tout prix rester champion quoi qu'il arrive. Il a voulu tenter, mais Mike Santana retourne avantage et il va essayer d'utiliser son finish, la Big Tornado Coastline. Et pourtant, ce ne sera pas le cas. Il y a un mec qui a voulu distraire Mike Santana, et pourtant Mike Santana va l'allumer avec un Big Lariat. Donc il va le sécher. T'as Trick qui essaye de faire son trick shot, et pourtant c'est compte de 2. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, j'espère que c'est pas au compte de 3. Et heureusement, c'était compte de 2. Donc il est désespéré, il veut encore retenter sa trick shot. Et t'as Mike Santana qui se relève, certes, avec la douleur et la souffrance, et qui regarde parfois impuissant le regard de sa fille en disant t'en fais pas, je suis là, je vais gagner pour toi, t'en fais pas. Donc il essaie de faire son trick shot, Trick Williams, mais ce sera pas fait vu comment Mike Santana a esquivé. Il va se manger un big clothesline et puis là c'est sûr il va être lâché, Santana. Il va lancer sa ultime clothesline auquel il va le sécher net, Trick Williams. Et là c'était au compte de 1, au compte de 2 et au compte de 3. Tout simplement, Mike Santana a battu Trick Williams et c'est maintenant Mike Santana, le nouveau champion du monde de la TNA. Donc c'est sûr, il a réussi sa mission. Le titre de la TNA est à la maison et il ne peut qu'être fier de le gagner. À tel point qu'il va même célébrer avec sa fille. Donc il va célébrer avec sa fille, avec le drapeau portoricain. Donc c'était beau, émouvant, touchant, d'un homme qui a tellement galéré, surtout lutter contre ses addictions. C'est à peu près le même parcours que Jeff Hardy, mais en plus soft. Parce que c'est vrai que Jeff Hardy, lui, c'est pas son parcours de sa rédemption contre la drogue et l'alcool.
On est un petit peu loin du compte. Alors que là, pour Mike Santana, ben, ça peut être émouvant. Donc, un homme qui a réussi à prendre quelque part sa vie en main en devenant champion du monde sous le regard émerveillé de sa tendre et douce jeune fille. Et voilà comment le show Band for Glory se termine, tout simplement. Donc voilà tout pour ce Band for Glory. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, vous l'avez plutôt aimé? Est-ce que vous l'avez détesté? Est-ce que c'était exceptionnel ou plutôt décent? Donc j'attends toujours votre avis, hein, même si je vous serais peut-être à l'encontre de moi, mais ça m'intéresserait votre avis. Maintenant, je passe directement à la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.